Au dîner de Noël, grand-père Walter fit glisser 3 enveloppes blanches sur la table à manger parfaitement polies. Un petit cadeau de Noël pour chacun de vous, dit-il d'une voix calme. Mes parents éclatèrent de rire aussitôt. Maman leva les yeux au ciel, le sourire crispé. Oh, papa, on refait le coup des faux chèques? Trop mignon, ajouta mon père en faisant tournoyer le vin dans son verre. Il adore ces blagues. Joue le jeu, samedi. Je ne riais pas. Je regardais mon grand-père. Il avait l'air fatigué. Je me contentais de dire « Merci, grand-père », et je glissais l'enveloppe dans la poche de mon manteau. Mes parents, eux, enchaînèrent sur leur nouvelle voiture. Pour eux, ce n'était qu'un de ces jeux, une plaisanterie de plus, inoffensive, venant d'un vieil homme. Ils n'avaient aucune idée. Moi non plus, pas vraiment. Mais le lendemain matin, j'allais à la banque. Je me sentais étrange, comme si je faisais quelque chose de mal. Je tendis le chèque à la guichetière. Elle resta silencieuse un long moment. Puis elle leva les yeux, le visage parfaitement neutre. Votre dépôt est validé, mademoiselle Reed. Et juste comme ça, avec ces 5 mots, ce n'était plus une blague. Avant qu'on continue, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Je m'appelle Samantha Reed. J'ai 30 ans. Je dois vous parler de ma famille, de mes parents, Charles et Denise Reed. Pour comprendre ce qui s'est passé avec le chèque, vous devez comprendre qui ils sont. Vous devez comprendre la maison dans laquelle j'ai grandi. Mes parents se souciaient d'une chose plus que de tout le reste, avoir l'air parfait. Toute leur vie tournait autour de l'image. Nous vivions dans une grande et belle maison, dans un quartier où toutes les maisons étaient grandes et belles. Les pelouses étaient impeccables. Les voitures, toujours neuves. Ma mère, Denise, avait choisi notre maison parce qu'elle possédait un vaste escalier en colimaçon. C'est impressionnant, et parfait pour les premières impressions, disait-elle. L'intérieur était tout aussi impressionnant, et tout aussi froid. Nous avions un salon où personne n'avait le droit de vivre. La moquette était blanche. Les canapés étaient blancs. Ils étaient recouverts d'un tissu coûteux, rêche et inconfortable. Ma mère les avait choisis dans un magazine. N'est-ce pas élégant, Samantha? Demandait-elle. Je me contentais d'acquiescer. Un jour, j'ai fait tomber une petite goutte d'eau sur ce canapé blanc. J'avais 8 ans. La façon dont ma mère a crié, on aurait dit que j'avais mis le feu à la maison. Elle a frotté la tache pendant 1 heure, le visage tendu de colère. Voilà pourquoi on ne peut pas avoir de belles choses, a-t-elle murmuré. Mais elle me regardait, moi, pas la tache. Après ça, je ne suis plus jamais entrée seule dans cette pièce. Mon enfance a été une succession de séances photos. Ma mère était obsédée par nos photos de famille. Chaque Noël, chaque Pâques, chaque vacances, il fallait poser. Il fallait avoir l'air heureux. Il fallait avoir l'air parfait. Je me souviens d'une photo de Noël. J'avais 12 ans. Ma mère nous avait acheté à tous des pulls rouges assortis. Il me grattait. Je fronçais les sourcils. Samantha, sourit, claqua mon père, Charles. Il se tenait près de la cheminée, une main dans la poche, en train de répéter son propre sourire décontracté. Ça gratte, dis-je. Arrête, dit ma mère d'une voix basse et tranchante. Elle me saisit par les épaules et me tourna vers l'appareil photo. Ton père et moi travaillons dur pour t'offrir cette vie. La moindre des choses, c'est d'avoir l'air reconnaissante sur une photo. Maintenant, souris. Alors j'ai souri. Un faux sourire, crispé. Mes yeux avaient l'air tristes. Ma mère adorait cette photo. Elle disait qu'on ressemblait à un magazine. Elle l'a encadrée et posée sur le grand piano. Le travail acharné était leur phrase préférée. Nous avons tellement travaillé pour cette vie, répétait-il aux soirées. Mes parents aimaient les soirées. Ils adoraient remplir leur maison parfaite de gens parfaits. La maison se remplissait de rires bruyants et faux, et de l'odeur du vin cher et du parfum. Mon rôle, à ces soirées, était d'être la fille parfaite et silencieuse. Je portais une robe choisie par ma mère. Je souriais aux adultes. J'offrais de prendre leur manteau. Puis,
Lorsqu'on ne me regardait plus, je montais dans ma chambre pour lire un livre. Une fois, une femme que je ne connaissais pas m'a suivie à l'étage. Elle cherchait la salle de bain. Elle m'a vue assise sur mon lit en train de lire. Elle a souri. « Tu te caches ?» J'ai hoché la tête. Elle a regardé autour de ma chambre. C'était la seule pièce de la maison qui avait l'air vécue, des posters au mur, un bureau en désordre. « Tes parents, c'est quelque chose ?» a-t-elle dit, un peu gênée en riant. Je suis Madame Gable. Plus tard, j'ai entendu ma mère lui parler près des escaliers. Oh, Samantha est tellement timide, disait-elle d'une voix aiguë et brillante, sa voix de soirée. Elle traverse une phase un peu maladroite. On espère qu'elle va en sortir. Je n'étais pas timide. Je n'aimais juste pas leurs amis. Je n'aimais pas le bruit. Je n'aimais pas le faux. La vérité, c'est que le travail acharné de mes parents était un mensonge. La maison parfaite, les voitures neuves, les soirées, les canapés blancs, tout venait du même endroit. Tout venait de mon grand-père, Walter Reed. Grand-père Walter n'avait rien à voir avec mes parents. Il s'était fait tout seul. Il avait démarré une entreprise de construction avec un seul camion et 2 échelles. Il en avait fait l'une des plus grandes et respectées sociétés de l'État. Il était riche à l'ancienne, du genre à cirer encore lui-même ses chaussures et à lire le journal avec les doigts tachés d'encre. Mon père travaillait dans l'entreprise. Son titre était vice-président du développement. Mais un été, j'ai aidé grand-père avec ses dossiers. J'ai vu les chiffres. Le développement de mon père consistait surtout à jouer au golf et à emmener les clients à des déjeuners hors de prix. L'entreprise de grand-père payait la maison de mes parents. Elle payait leur voiture. Elle payait les tapis blancs. Mes parents adoraient l'argent de grand-père, mais ils avaient honte de lui. Il était trop vrai. Trop direct. Il portait des costumes démodés. Il buvait du mauvais café. Je me souviens d'une soirée. Un homme parlait à mon père de bourse. Grand-père s'est approché. « Tu n'investis pas dans les actions, Walter ?» s'est moqué l'homme. « Non » a dit grand-père, d'une voix profonde et posée. « J'investis dans l'acier, le béton et les gens qui arrivent à l'heure. Des choses que tu peux toucher. » L'homme eut l'air perdu. Mon père vira au rouge. Il changea de sujet aussitôt. « Du vin, quelqu'un ?» Plus tard dans la nuit, j'entendis mes parents se disputer dans leur chambre. « Il m'a humilié, Denise », disait mon père. « Parler d'acier et de béton comme un simple ouvrier. »« Je sais, Charles. »« Je sais », répondit ma mère, la voix lasse. « Il ne comprend pas. Il vient d'un autre temps. Ils adoraient l'exhiber. Il était leur preuve. » Mon père, l'homme qui a bâti cette ville, disait mon père en passant un bras autour des épaules de grand-pa pour une photo. Mais il n'aimait jamais ses valeurs. Il ne l'écoutait jamais. Pour eux, il n'était qu'une banque personnelle, une banque vieillissante et un peu rigide, mais qui donnerait toujours de l'argent. Ils n'avaient jamais imaginé que la banque puisse fermer un jour. Pour mes parents, j'étais un échec. Leur plus grande déception. Ils ne le disaient pas ainsi, pas avec ces mots-là. Ils étaient trop polis. Ils utilisaient d'autres phrases. Samantha cherche encore sa voix. Elle est créative. Elle gâche son potentiel. C'était leur expression préférée. Gâcher son potentiel. La définition du succès, pour eux, était très étroite. Cela signifiait une grande maison dans leur quartier. Un vrai métier, médecin, avocat, vice-président de quelque chose. Épouser quelqu'un qui avait un vrai métier et une grande maison aussi. Je n'avais rien de tout ça. Je vivais dans un appartement, une chambre à Portland. Il était petit. Le parquet grinçait. La cuisine était minuscule. Mes parents le détestaient. C'est si petit, avait dit ma mère la première fois qu'elle y était entrée. Elle avait regardé mon vieux canapé confortable comme s'il était contaminé. Et le quartier, Samantha. Tu te sens en sécurité ici? J'adore cet endroit, maman, avais-je répondu. Et c'était vrai. Mon appartement m'appartenait. Les murs étaient peints d'un jaune doux et chaleureux. Mes croquis et mes peintures préférées étaient épinglés partout.
Mes étagères débordaient de livres. C'était un espace pour vivre, pas pour impressionner. C'était en désordre. C'était confortable. C'était réel. Mon travail était l'autre problème. J'étais décoratrice d'intérieur indépendante. Décoratrice ? Avait demandé mon père quand je lui avais annoncé ça. Designer, papa. J'aide les gens à rendre leur maison fonctionnelle et belle. Il n'y a pas d'argent dans les échantillons de peinture, Sam, avait-il soupiré. C'est un hobby. Tu as gâché ton diplôme universitaire pour un hobby. Tu aurais dû aller en école de droit. J'ai failli y aller. Il m'avait tellement poussé. Un diplôme de droit, c'est si respectable, disait ma mère. Pense à tout ce potentiel. J'étais misérable. Un soir, j'essayais de réviser pour l'examen d'entrée et je pleurais. C'est là que grand-pa Walter a appelé. Tu as une voix affreuse, m'a-t-il dit. Je vais bien, grand-pa. Non, tu ne vas pas bien. On dirait que tu avales des cailloux. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors je lui ai dit. Je lui ai dit que je ne voulais pas être avocate. Je lui ai dit que je voulais créer des choses. Que je voulais travailler avec la couleur, la lumière, l'espace. Je voulais aider les gens. Il resta silencieux un long moment. Je crus qu'il était fâché, moi aussi. Très bien, dit-il enfin. Viens samedi. Porte des vêtements qui ne craignent rien. Quand je suis arrivée chez lui, il ne m'a pas emmenée au salon. Il m'a conduite dans son atelier, dans le garage. Un grand espace poussiéreux qui sentait la sueur et l'huile. Il a montré un tas de vieux bois dans un coin. J'ai besoin d'une table pour mon entrée, dit-il. On va en construire une. Nous avons passé tout le week-end dans ce garage. Il ne s'est pas contenté de me dire quoi faire. Il m'a appris. Il m'a appris à mesurer, à couper. Il m'a appris les différents types de bois, le fil du bois, les assemblages. Ce n'est pas la peinture qui compte, Sam, dit-il en passant sa main sur une pièce de chêne lisse et poncée. La peinture, c'est la partie facile. Ce qui compte, ce sont les os, la structure. Si les joints sont faibles, la table s'effondrera. Peu importe à quel point elle est jolie. Mes mains me faisaient mal. J'avais des ampoules. De la sueur collée dans mes cheveux. Je n'avais jamais été aussi heureuse. Quand nous avons terminé, nous avions une petite table, simple et belle. Solide. Ça, c'est du vrai travail, Sam, dit-il en posant sa lourde main sur mon épaule. Du travail honnête. Ne laisse jamais personne te dire le contraire. J'ai encore cette table. Elle est dans mon petit appartement. J'y pose mes clés chaque jour. C'est l'objet le plus précieux que je possède. Grand-père Walter était le seul à comprendre. Le seul à me poser des questions sur mon travail, pas sur mon salaire. Il m'appelait. Quel problème tu résous aujourd'hui, Sam? Je lui parlais d'un petit appartement sans rangement. Ou d'une jeune famille sans budget pour une chambre de bébé. Et qu'est-ce que tu as fait? Demandait-il. Je lui expliquais mes idées. Je construis un banc avec du rangement dessous, et je peins les murs d'une couleur qui agrandit la pièce. Bien, grognait-il. Futé, honnête. C'est ma fille. Il était le seul qui me voyait vraiment. Mes parents voyaient mon potentiel gâché. Grand-père voyait mon travail. Il avait un dicton. Je l'ai entendu des dizaines de fois. Souvent après avoir observé quelqu'un de grossier, tape à accent grave l'œil ou faux. Il les regardait, les yeux perçants. Puis il se tournait vers moi et disait. L'argent ne met pas les gens à l'épreuve, samedi. La gratitude, si. Je ne savais pas vraiment ce qu'il voulait dire. Je croyais que c'était une de ces phrases de grand-père. Qu'est-ce que tu veux dire, grand-pa? Lui ai-je demandé un jour. Nous étions dans un petit dîner. Il venait de laisser un pourboire de 50% à une serveuse épuisée. Regarde comment les gens traitent ceux dont ils n'ont pas besoin, dit-il en buvant son café noir. Regarde comment ils disent merci. Regarde si c'est sincère. On peut avoir tout l'argent du monde, sans gratitude, on est pauvre. On est juste une pièce vide. J'ai hoché la tête. Je pensais comprendre.
Mais non. Pas vraiment. Je n'avais jamais réalisé que, pendant toutes ces années, il ne faisait pas qu'enseigner. Il observait. Il m'observait, moi. Et il observait mes parents. Il répétait toujours. L'argent ne teste pas les gens. La gratitude, oui. Je n'avais simplement jamais compris que le dîner de Noël. C'était l'épreuve finale. L'air sentait le sapin et le canard rôti. C'était le dîner de Noël. Chez mes parents, évidemment. Ma mère avait planifié le menu pendant des semaines. La table était parfaite. C'était une longue table en bois sombre, polie jusqu'à briller comme un miroir. Elle était dressée avec la plus belle porcelaine de ma mère, les assiettes bordées d'un fin liseré d'or. Les verres en cristal attrapaient la lumière des bougies et projetaient de petits arcs-en-ciel sur les murs blancs. La pièce maîtresse était immense, une montagne de branches de pin, de boules argentées et de baies rouges. Elle était tellement grande que je pouvais à peine voir mon père assis en face de moi. L'atmosphère était figée. Noël chez mes parents n'était pas une fête, c'était une mise en scène. Ma mère, Denise, portait une robe en soie rouge. Sa coiffure était parfaite, mais son sourire était crispé. Elle était nerveuse. « Charles, tu crois que le canard est trop sec ?» chuchota T.L. « C'est très bien, Denise. »« Tout est bien, » répondit mon père sans un regard pour elle, les yeux rivés à son téléphone qu'il consultait sous la table. Il devait sûrement vérifier la bourse. « Je veux juste que tout soit parfait pour ton père, » dit-elle. Grand-père Walter était assis en bout de table. Il paraissait petit dans la grande chaise à dossier haut. Il portait un vieux pull en laine vert foncé. Propre, mais ancien. Je voyais ma mère le regarder, jugeant silencieusement son manque d'élégance pour sa table de Noël parfaite. Quant à moi, j'essayais seulement d'être invisible. Je portais une simple robe noire, je sirotais mon eau, et je comptais les minutes avant de pouvoir rentrer dans mon petit appartement calme. La conversation tournait entièrement autour de mes parents. Notre séjour à Aspen était absolument divin, disait ma mère à grands pas. On pense acheter un petit pied-à-terre là-bas. Tu as déjà une maison ici, répondit grand-pa sans toucher à son canard. Oh, papa, rit ma mère, de son rire aigu et faux. C'est un investissement. Charles est tellement doué pour les investissements. N'est-ce pas, Charles? Le marché est très solide, Walter, dit mon père en gonflant la poitrine. Il faut savoir quand bouger. Je regardai grand-pa. Il se contenta de hocher lentement la tête. Il prit une bouchée, mâcha, l'air fatigué. Après le plat principal, ma mère débarrassa et apporta un dessert sophistiqué, quelque chose au chocolat avec des éclats d'or sur le dessus. Puis grand-pa s'éclaircit la gorge. Le son était léger, mais dans cette grande pièce silencieuse, il résonna comme un tambour. « J'ai quelque chose pour vous, » dit-il. Mes parents s'arrêtèrent net et le fixèrent. Il glissa la main dans sa poche et en sortit 3 enveloppes blanches, ordinaires, au format professionnel. Il en fit glisser une vers mon père, une vers ma mère, et une 3e le long de la table jusqu'à moi. « Un petit cadeau de Noël pour chacun de vous, » dit-il doucement. Mes parents se regardèrent, puis éclatèrent de rire. Ma mère, Denise, fut la première. Son rire aigu, celui qu'elle réservait aux soirées, emplit la pièce. « Oh, papa, » dit-elle en prenant l'enveloppe sans l'ouvrir. « Tu joues encore au Père Noël, hein? C'est adorable. » Elle se mit à s'éventer avec l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est cette année? Un chèque pour 1 million, je t'aime? » Mon père, Charles, gloussa. Il esquissa un sourire en coin. Il prit son enveloppe, la tapota contre la table. « Il adore ces petites blagues, » dit-il. Puis il me regarda. « Joue le jeu, samedi. » Il aime ça. Lui non plus ne l'ouvrit pas. Il la posa simplement à côté de son verre de vin, comme si ce n'était qu'une serviette. Je ne ris pas. Je regardais grand-pa, et lui me regardait. Ses yeux, je ne les oublierai jamais. Ils ne pétillaient pas. Ils n'étaient pas joyeux. Ils étaient tristes. Profondément, douloureusement tristes. Il avait l'air épuisé. Il regardait ma mère rire de son cadeau. Il regardait mon père le balayer d'un geste.
Puis ses yeux trouvèrent les miens. Je pris mon enveloppe. Merci, grand-pa, murmurai-je. Il soutint mon regard. Et juste une seconde, il hocha la tête. Un tout petit signe, presque invisible. Avant de détourner les yeux, il dit quelque chose si doucement que mes parents ne l'entendirent pas. Garde-la précieusement. Mon cœur fit un drôle de petit saut serré. Garde-la précieusement. Qu'est-ce que cela voulait dire? Je gardai l'enveloppe sur mes genoux. Elle semblait lourde. Importante. Ma mère avait déjà oublié la sienne. Elle l'avait posée sur le buffet, à côté d'une pile d'assiettes à dessert sale. Elle parlait déjà de ses plans pour la soirée du Nouvel An. Mon père avait glissé la sienne dans la poche intérieure de sa veste, sûrement sans réfléchir, comme on range une carte de visite qu'on prévoit d'oublier. La plaisanterie était terminée. La représentation continuait. Je glissai mon enveloppe dans la poche de mon manteau. Je mis ma main par-dessus et je la serrai. Je ne comprenais pas encore ce qui se passait. Pas vraiment. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose venait de se briser. J'étais assise à cette table parfaite, polie jusqu'au miroir, et je sentais la fissure. Les fondations cédaient. Quand je partis, j'enlaçai grand-pa. Au revoir. Son étreinte fut plus forte que d'habitude. Il me retint une seconde de plus. Conduis prudemment, Sam, murmura-t-il dans mes cheveux. Je le ferai, grand-pa. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon enfant, souffla-t-il. Tu es une bonne fille. Tu es vrai. Mes parents me firent signe depuis leur entrée parfaite. La lumière du lustre se répandait sur la pelouse impeccable. Joyeux Noël! Appela ma mère. N'oublie pas d'appeler ta tante. Il refermait déjà la porte. Il passait déjà à autre chose. Je restai assise une minute entière dans ma voiture glaciale, la main dans ma poche, serrant cette enveloppe blanche. Ça ne ressemblait pas à une blague. Le trajet jusqu'à mon appartement à Portland fut silencieux. Les rues étaient presque désertes. Les lumières de Noël défilaient, rouges, vertes, bleues, floues sur les vitres. Le chauffage de ma voiture était cassé, alors j'avais froid. Je conduisais d'une main, l'autre enfouie dans la poche de mon manteau, mes doigts serrés autour de l'enveloppe. Garde-la précieusement. Les mots résonnaient encore. Si mignon. Le rire de ma mère. Il adore ses blagues. Le sourire narquois de mon père. Je me sentis mal. Une colère froide et lourde s'installa dans mon ventre. Ils ne les avaient même pas ouvertes. Ils n'avaient même pas regardé. Ils avaient ri. Ils avaient ri de son cadeau, en plein visage. Quand j'arrivai devant mon immeuble, je montai les escaliers en courant. Je n'avais qu'une hâte, retrouver mon espace à moi. Je verrouillai la porte derrière moi et m'y adossai, haletante. Mon appartement était en désordre mais chaleureux. J'allumai une petite lampe, retirai mon manteau et le jetai sur mon vieux canapé. Je me préparai une tasse de thé, les mains légèrement tremblantes, puis m'assis par terre, le dos contre le sofa. L'enveloppe était posée sur la table basse, une simple enveloppe blanche, avec mon nom, Samantha Reed, inscrit dessus de son écriture ferme et familière. Je la fixai longtemps, partagée entre la peur et la curiosité. Et si c'était une blague? Un faux chèque pour 1 million de câlins? Après tout ce poids, toute cette tension, je me serais sentie stupide. Et si c'était réel? Je la pris, glissai un doigt sous le rabat et l'ouvris avec précaution. Je sortis le papier. Un chèque. Un vrai chèque de banque, tiré sur son compte personnel. Mes yeux allèrent à la ligne à l'ordre de Samantha Reed. Puis au petit carré des chiffres. Ma respiration s'arrêta. 100 500 000 $. Je relus encore et encore. La signature en bas, Walter Reed. C'était réel. Assise sur le sol de mon minuscule appartement, je restais figée. J'imagine que j'aurais dû être heureuse, excitée, bondir partout, j'étais riche, non? Mais je ne ressentais rien de tout ça. Seulement du poids. Un poids écrasant. Ce n'était pas un cadeau. C'était un message. Un test. Le même qu'il avait donné à mes parents. Et ils avaient ri,
l'avait laissé près des assiettes sales. Il savait. Il savait qu'il réagirait ainsi. Il m'en avait donné un aussi. Et moi, j'avais dit merci. Ce n'était pas moi qu'ils testaient. C'était eux. Ils me montraient simplement le résultat. Une vague de respect brûlant me traversa, presque douloureuse. Il était plus lucide que tous. Et une profonde tristesse glacée me prit pour mes parents, aveugles, perdus dans leur monde de tapis blancs et de potentiel, incapables de voir ce qui était vrai, juste devant eux. Je ne savais pas quoi faire du chèque, l'encaisser me semblait faux. Ça transformait tout en argent, alors que ce n'était pas de l'argent. C'était autre chose. Je me levai et allai à mon bureau. Sur mon bureau se trouve une petite boîte en bois sombre, au couvercle lisse le même bois que la table que j'ai construite avec grand-pa dans son atelier. J'y garde mes vrais trésors. J'ouvris le couvercle, une odeur de cèdre et de vieux papier s'en échappa. À l'intérieur, il y avait peu de choses, une photo de lui et moi couverts de sueur, souriant à pleines dents, une lettre de ma meilleure amie Zoé quand j'ai déménagé à Portland, qui me disait « Tu es courageuse » et une petite fleur pressée du premier bouquet offert par un client. Des choses qui comptaient. Je pris le chèque, le pliai en deux et le déposai dans la boîte, juste au-dessus de la photo. Je refermai le couvercle. Cela semblait juste. Il était en sécurité, à sa place. C'était un symbole de respect, la preuve qu'il m'avait réellement vu. Je ne dormis pas cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de me demander, qu'est-ce que je dois faire? Le lendemain matin, je me réveillai avec une impression de gueule de bois. Je préparais du café. Je fixai la boîte en bois. 100 000 $. Une somme qui change une vie. De quoi rembourser mes prêts étudiants, louer un vrai studio de design, avoir enfin une sécurité. Alors une autre pensée s'insinua, une pensée laide et sourde, et si mes parents avaient raison? Et si tout cela n'était qu'un jeu? Et si c'était ça, le véritable test? S'il attendait de voir ce que j'allais faire? Si j'encaissais le chèque immédiatement, cela ferait-il de moi une avide? Serais-je comme eux? Et si je ne l'encaissais pas, serais-je en train de mépriser son cadeau? Serais-je stupide? J'étais perdu, comme piégé dans une énigme. Je devais savoir. Ce n'était plus une question d'argent, mais de vérité. Je devais comprendre si tout cela était réel ou si j'étais en train de me raconter une histoire. Je me dis que je n'allais pas l'encaisser, seulement vérifier. Je pris mon téléphone, ouvris mon application bancaire. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à me connecter. Je sortis le chèque de la boîte. J'avais la sensation d'accomplir quelque chose de mal, une trahison. Je le posai à plat sur la table. Dépôt mobile. Je pris une photo du recto, flou. Je recommençai. Puis le verso. For mobile deposit only. L'application tourna un instant. Dépôt soumis, 100 000 $. J'eus la nausée. Je remis le chèque dans la boîte, refermai le couvercle. Je me sentais minuscule, comme si j'avais transformé ce symbole lourd et précieux en simple argent. Comme si j'étais devenu mes parents. Les heures suivantes furent un supplice. Assise sur mon canapé, je fixais mon téléphone. Impossible de travailler. Au moindre bruit, je sursautais. J'attendais l'email dépôt refusé, l'avis de fonds insuffisant, le je plaisante de mon grand-père. J'attendais un signe, quelque chose qui me dirait ce qui était vrai. Le mot soumis restait figé sur l'écran. Je retournai mon téléphone, face contre la table. Je me sentais sale. Méprisable. Que avais-je fait? J'avais pris son cadeau, son test, et je l'avais traité comme un ticket de loterie. Je courus à la cuisine pour me laver les mains, mais la sensation ne partait pas. Je passai l'heure suivante à faire les 100 pas dans mon appartement. Je me répétais que le dépôt serait refusé, que la banque m'enverrait un message d'échec. Et alors je saurais que tout cela n'était qu'un jeu. Je remettrais le chèque dans la boîte et je ne le regarderais plus jamais. Et ce serait terminé. J'espérais presque que le dépôt échouerait. Mon téléphone restait silencieux, un silence si lourd qu'il bourdonnait. Au bout d'une heure supplémentaire, je n'en pouvais plus. Je pris mon téléphone, l'application bancaire était toujours ouverte. Je rafraîchis la page.
Mon cœur s'arrêta ne tout plutôt, il se contracta dans ma poitrine comme pris dans un étau. Le statut en attente avait disparu. Le chèque figurait désormais dans les transactions complétées, et le solde affiché, le chiffre en haut de l'écran n'était plus le même. Il y avait 5 zéros à la fin. C'était réel. Le dépôt n'avait pas été refusé, ni bloqué, ni annulé. Ce n'était pas une blague. Votre dépôt a été compensé. Les mots défilaient dans ma tête tandis que l'application brillait sous mes yeux. Ce n'était qu'un chiffre sur un écran, mais j'avais l'impression qu'une montagne venait de s'effondrer dans mon salon. Mes mains tremblaient si fort que mon téléphone glissa sur le canapé. C'était réel. Je m'assis. Je posai ma tête entre mes mains. Je n'étais pas heureuse. J'étais terrifiée. Parce que si mon chèque était réel, alors les leurs l'étaient aussi. Et ils avaient ri. Ils les avaient laissés traîner sur la table comme des cartes devenues nulles. Oh mon Dieu! Je ne savais pas quoi faire. Devais-je les appeler? Maman, papa, le chèque dont vous vous êtes moqué, il était vrai. Devais-je appeler grand-pa? Pourquoi as-tu fait ça? Je ne fis rien. Je restai simplement figé. Le chiffre sur mon écran semblait perforer mon appartement comme un projecteur brûlant. 10 minutes passèrent. Ou 1 heure. Je ne sais pas. Puis mon téléphone sonna. L'écran s'alluma. Mom. Mon sang se glaça. Voilà. Le moment où tout bascule. Je laissai sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'essuyai ma main moite sur mon jean. Je décrochai. Allô? Ma voix n'était qu'un murmure. Samantha, pourquoi tu ne réponds pas? Sa voix était aiguë, tendue, étranglée. Ce n'était pas ma mère. C'était une lame. J'étais dans la salle de bain. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Répéta-t-elle. Je vais te dire ce qu'il y a, je viens d'avoir l'expérience la plus humiliante de ma vie. Je me tue. Ton père et moi étions en train de nettoyer après Noël. Et j'ai retrouvé l'enveloppe que ton grand-père m'a donnée. Celle qu'il a donnée à ton père aussi. On en riait encore. Sa voix tremblait, elle tentait de paraître légère mais échouait. On s'est dit, oh, allez, voyons ce que c'est que cette petite blague. Alors j'ai appelé la banque, juste pour demander. Et le directeur m'a dit que les chèques avaient été bloqués. Il a dit, votre père a fait opposition hier matin. Elle parlait très vite, comme si elle manquait d'air. Il nous a humiliés, Samantha. Il nous a. Comment a-t-il pu? Je restai silencieuse, incapable de former un mot. As-tu parlé à ton grand-père aujourd'hui? Demanda-t-elle soudain, glaciale, soupçonneuse. Non. Pourquoi? Ne me mens pas, Samantha. Je ne mens pas, maman. Un long silence tomba, froid comme une lame. J'entendais sa respiration dure. Le directeur de la banque, dit-elle d'une voix désormais basse et dangereuse, a dit qu'un chèque avait été encaissé. Un gros. Ce matin. Elle marqua une pause. Les nôtres ont été bloqués. Puis, pas le tien. Mais le tien est passé. Je restai muette. Ma gorge était complètement nouée. Il fait encore du favoritisme. Hurla-t-elle. Le brusque éclat de sa voix me fit sursauter. Je n'avais pas entendu ce son depuis des années. C'était le son de mon enfance. Le son de l'eau renversée sur le canapé blanc. Le son de sa jalousie, brute, laide, sans filtre. Après tout ce qu'on fait pour lui, on l'héberge, on s'occupe de lui, on gère sa vie. Et toi, tu te pointes 2 fois par an et il te donne, quoi, Samantha? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Maman, Combien? Exigea-t-elle. Je ne pouvais pas lui dire. Je ne voulais pas. C'est ridicule, claqua-t-elle. Je passe ton père. J'entendis du bruit, puis la voix étouffée et furieuse de mon père. Donne-moi ce téléphone, Denise. Samantha, aboya-t-il. Salut, papa. Ne dis pas salut papa. Ta mère est hystérique.
Tu aurais dû nous prévenir. Vous prévenir de quoi? Murmurai-je. Que tu savais. Que tu savais que le chèque était vrai. Tu nous as doublés. Tu l'as encaissé, n'est-ce pas? Tu t'es précipité à la banque ce matin comme une petite voleuse. Je n'ai rien fait de tel. Il est vieux, Sam, dit mon père, sa voix se transformant soudain, cherchant un ton raisonnable, paternel, celui qu'il prenait quand il prétendait gérer un problème. Il est vieux et il ne réfléchit plus clairement. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je pensais aux yeux de grand-pa. Clair. Triste. Lucide. Il joue à des jeux, et tu es tombé dedans. Et maintenant, tu as créé un énorme problème pour cette famille. Je n'ai rien créé du tout, répondis-je, d'une voix soudain nette et glacée. Écoute-moi bien, Samantha. Cet argent n'est pas à toi. C'est de l'argent familial. Ton grand-père est confus. Tu dois venir ici, et on va régler ça. On mettra l'argent sur un compte joint. On le gérera pour toi. C'est la seule solution équitable. Tu ne comprends rien aux finances. Tu vas juste le gaspiller pour ton hobby. Ce n'est pas un hobby, dis-je. Ce n'est pas une discussion, hurla-t-il. Tu as mis cette famille dans une situation catastrophique. Tu aurais dû nous prévenir. Vous avez ri. Les mots sortirent enfin. Vous ne l'avez même pas ouvert. Vous avez dit que c'était une blague. Un long silence tomba. Un silence terrible. J'avais dit la vérité. La seule chose qu'il ne pouvait pas nier. Quand mon père parla à nouveau, sa voix était plate et glaciale, plus glaciale que jamais. C'est un vieil homme sénile, Samantha. Et toi, tu es une fille très, très stupide. Il raccrocha. Je restais là, immobile, le téléphone encore collé à mon oreille. Le bourdonnement de la tonalité remplissait l'air. Il est vieux. Il ne sait pas ce qu'il fait. Je baissai les yeux vers le chiffre s'affichant dans mon compte bancaire. Je regardais la boîte en bois posée sur mon bureau, celle que j'avais construite avec lui. L'argent ne met pas les gens à l'épreuve. La gratitude, si. Mes parents avaient tort. Je compris, avec une clarté soudaine et terrible, que mon grand-père savait exactement ce qu'il faisait. Les 2 jours qui suivirent furent les plus longs de ma vie. J'étais un fantôme dans mon propre appartement. Je ne répondais pas au téléphone, je ne consultais pas mes emails. Mes parents appelèrent encore et encore. Leur nom apparaissait sur l'écran maman ou papa et je restais immobile à regarder, l'estomac noué, jusqu'à ce que l'appel parte en messagerie. Ils laissèrent des messages. Ma mère d'abord, en larmes, suppliante, Samantha, chérie, rappelle-moi s'il te plaît. On est juste inquiet pour toi. Ton père était contrarié, il ne pensait pas ce qu'il a dit. On veut simplement parler. C'est un malentendu. Les messages de mon père étaient différents, secs et furieux. Samantha, arrête ce comportement enfantin. Rappelle-moi immédiatement. Puis vinrent les textos, nous savons que tu es là. C'est irresponsable. Tu es en train de détruire cette famille. Moi. C'était moi qui déchirais la famille. Pas leur cupidité. Pas leur rire. Moi. Je finis par éteindre mon téléphone. Le silence était meilleur, mais aussi pire. Les 100 000 $ étaient là, dans mon compte courant. Ça ressemblait à une bombe. J'avais peur d'y toucher, peur même de regarder le solde. J'achetais mes courses avec ma carte de crédit, je refusais d'utiliser cet argent. Ce n'était pas mon argent. C'était une preuve. Je n'arrivais pas à travailler. Assise à ma table de dessin, je fixais une feuille blanche. J'essayais d'esquisser, mais mes mains tremblaient toujours. Les couleurs semblaient fausses. Tout paraissait gris. J'étais seule. J'étais riche, je suppose. Et je ne m'étais jamais sentie aussi seule de ma vie. Le 2e jour, je n'en pouvais plus. J'ai rallumé mon téléphone. J'ai ignoré la 12aine de nouveaux messages. Et j'ai appelé la seule personne possible, Zoé. Sam, mon Dieu, tu es vivante? J'allais appeler la police. Zoé Harper, ma meilleure amie depuis la fac. Le contraire de moi, bruyante,
drôle, intrépide. Avocate une vraie, comme disait mon père travaillant pour l'aide juridique, défendant ceux qui n'avaient rien. Mes parents la détestaient. Ils disaient qu'elle était agressive et une mauvaise influence. Je ne vais pas bien, oui, murmurai-je, sentant les larmes monter les premières depuis le début. Où es-tu? J'arrive. Non, j'ai besoin de sortir d'ici. On peut se retrouver? Nous nous sommes retrouvés dans notre dîner préféré, vieux, imprégné d'odeurs de café et de bacon. Installé au fond dans une banquette, les mains serrées autour d'une tasse de thé brûlante, j'attendis qu'elle arrive. Zoé glissa en face, ses yeux sombres et perçants examinant mon visage. « Ok, dit-elle, ton professionnel. Tu as une sale mine. Reprends tout depuis le début. Qu'est-ce qu'ils ont fait? » Alors, je lui ai tout raconté. Le dîner, les rires, le faux chèque, le dégoût de mes parents, les yeux tristes de grand-pa, ces mots, garde-le en sécurité. Zoé écoutait, le visage de plus en plus crispé. Puis je lui parlais du lendemain matin, le dépôt, le montant. Les yeux de Zoé s'écarquillèrent. 100 000 $, samedi. Chut, murmurai-je en regardant autour de moi. Mon Dieu, souffla-t-elle. Puis je lui racontai les appels, l'humiliation de ma mère, les chèques annulés, et la phrase de mon père, « Tu es une fille stupide ». Quand j'eus terminé, je pleurais, des larmes silencieuses et épuisées coulant le long de mes joues. Zoé ne disait rien. Elle fixait sa tasse de café. Zoé? Elle releva les yeux. Son visage n'était pas triste. Il était furieux. Zoé, non. Je vais les tuer, dit-elle d'une voix basse, rauque. Je suis sérieuse. Je suis avocate. Je trouverai un moyen de rendre ça légal. Tu déchires la famille? Elle ricana sans humour. Ce ne sont pas une famille, samedi. C'est une entreprise. Et tu viens d'affecter leurs profits. C'est pas drôle, Zoé. Je ne ris pas, dit-elle. Je suis furieuse. Ils t'ont traité comme ça toute ta vie. Comme si tu étais la bizarre, la cassée, juste parce que tu es quelqu'un de bien. Et maintenant ton grand-père les confronte enfin. Il te montre ce que tu vaux vraiment. Et eux, ils t'appellent une voleuse parce que tu as été reconnaissante. Je ne sais pas quoi faire, murmurai-je. J'ai tellement peur. Peur de quoi? De Sam, ils ne peuvent rien faire. C'est ton nom sur le chèque. Il est sur ton compte. C'est ton argent. Partie terminée. Ce n'est pas l'argent, dis-je un peu trop fort. C'est lui. C'est grand-pa. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je l'ai mis dans une situation impossible? Est-ce qu'il va bien? Et si mon père avait raison? Et si? Le visage de Zoé s'adoucit. Elle attrapa ma main par-dessus la table, sa paume chaude et solide. Sam, regarde-moi. Ton grand-père est un génie. C'est le plus lucide de toute cette histoire. Il n'est pas vieux et confus. Il est stratégique. Il savait exactement comment il réagirait. Il les observe depuis longtemps. Il t'observe aussi. Ce n'était pas un cadeau d'argent, samedi. C'était un cadeau de vérité. Je respirai profondément, tremblante. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Rien, dit-elle. Tu vis ta vie. Tu rembourses tes prêts. Tu loues ce studio dont tu rêves depuis toujours. Tu l'utilises. C'est le meilleur merci que tu puisses lui offrir. Et tu bloques le numéro de tes parents. Je ne peux pas. Ok, très bien, soupira-t-elle. Des petits pas à temps. Attends leur prochain mouvement. Je rentrai chez moi, non pas mieux, mais plus forte. Zoé avait mis de l'acier dans ma colonne vertébrale. C'est un génie. C'était un cadeau de vérité. En arrivant devant mon immeuble, j'ouvris ma boîte aux lettres et il était là. Ce n'était pas une enveloppe d'affaires. C'était un carton épais, lourd, couleur crème. Mon nom, Samantha, écrit dessus de la main de mon grand-père, cette écriture forte, claire, légèrement ancienne. Mon cœur remonta dans ma gorge. C'était ça. Je montai les escaliers,
mes clés tremblant dans ma main. Je m'assis sur mon canapé. J'ouvris l'enveloppe. Pas de lettre. Pas d'explication. Juste une carte, aussi épaisse que l'enveloppe. Imprimée. Dîner, samedi, 19h. En dessous, l'adresse de sa maison. Pas celle de mes parents. La sienne. C'était tout. Mon sang se glaça. C'était le prochain coup. L'affrontement. J'ai appelé Zoé. Il m'a invité à dîner, lui dis-je. Samedi. D'accord, répondit-elle, prudente. Juste toi? Je crois. Il n'y a que l'heure et l'adresse. Et alors? Dit Zoé, sa voix prenant ce tranchant d'avocate. Tu crois qu'il va les affronter? Qu'ils seront là? Que c'est un piège? Je regardais la carte simple et élégante, dîner, samedi, 19h. Je pensais aux chèques annulés. Aux 100 000 $ sur mon compte. Aux décennies d'observation, d'écoute, de tests silencieux. Une sensation calme, froide et triste s'installa en moi. Non, Zoé, murmurai-je en fixant la carte. Je ne pense pas qu'il va les confronter. Alors quoi? Je pense qu'il l'a déjà fait. Je crois que le test est terminé. Et que ceci, c'est l'annonce des résultats. Le trajet jusqu'à la maison de mon grand-père, ce samedi soir, fut le plus solitaire de ma vie. Ma petite voiture semblait minuscule sur les larges routes sombres qui menaient à son quartier. Mes parents vivaient dans un lotissement neuf, Tapax en Graveleuil. Grand-pa, lui, vivait dans l'ancien quartier des vieilles familles riches. Sa maison n'était pas un cube moderne en verre blanc comme celle de mes parents. C'était une maison en briques de 30 ans, solide, intemporelle, vraie. Elle était en retrait, cachée par d'immenses chaînes. Je me garai derrière une rangée de voitures bien plus chères que la mienne. Je reconnus la Mercedes argentée de mes parents. Mon estomac se noua. Ils étaient là. Ce n'était pas seulement une annonce. C'était une exécution. Et je ne savais pas si j'étais l'invité d'honneur, ou le plat principal. Je marchai jusqu'à la porte d'entrée. Je pouvais entendre mon cœur battre dans mes oreilles. J'ai pensé faire demi-tour. J'ai pensé remonter dans ma voiture, retourner à Portland et ne plus jamais leur parler. Mais j'ai pensé à grand-pa. À ses yeux tristes. Garde-le en sécurité. Je devais aller au bout. J'appuyai sur la sonnette. La porte s'ouvrit presque aussitôt. Ce n'était pas grand-pa. C'était Maria, sa gouvernante, qui travaillait pour lui depuis aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir. Elle me sourit, un vrai sourire chaleureux. Samantha, il vous attend dans le bureau. Mais, mes parents sont ici? Chuchotai-je. Son sourire s'effaça. Ils sont dans la salle à manger, dit-elle, et son ton me dit tout. Elle me guida dans le couloir. La maison de mes parents était faite de murs blancs et de lumière vive et agressive. Celle de grand-pa était chaleureuse. Les murs étaient couverts de livres. Le sol en bois sombre recouvert de tapis anciens. Ça sentait les vieux livres, la cire, et une trace douce de tabac de pipe. Ça sentait la maison. Maria ouvrit les portes du bureau. Grand-pa Walter était assis derrière son immense bureau sombre. Il ne travaillait pas. Il était juste là, assis, ses mains croisées, m'attendant. « Bonjour, Samantha », dit-il d'une voix calme. « Grand-pa. » Soufflai-je. J'avais envie de courir vers lui. De pleurer. De poser 1000 questions. Je restai simplement là, immobile. « Tu as l'air nerveuse, dit-il. »« Je le suis. »« Ne le sois pas. Tu n'as rien fait de mal. Assieds-toi. » Je m'assis dans le grand fauteuil en cuir en face de son bureau. Il me regarda, les yeux clairs et perçants. « Tu as reçu mon invitation? » J'acquiesçai. « Ils sont ici, n'est-ce pas? » « Oui, » répondit-il. « Ils le sont. Avant d'entrer là-dedans, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce qui va se passer ce soir dans cette pièce n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ton problème. C'est entre eux et moi. Ça l'est depuis 30 ans. Ton seul rôle ce soir, c'est de rester silencieuse et d'être vraie.
Tu peux faire ça? Être vrai. Juste être toi, samedi. C'est tout ce que tu as jamais été. C'est tout ce que je t'ai jamais demandé. Il se leva. C'était un vieil homme, mais il se tenait droit. Il avait l'air puissant. Il portait un costume sombre, pas son vieux pull habituel. Allons dîner, dit-il. Il posa sa main dans mon dos et nous sortîmes du bureau. Nous descendîmes le couloir jusqu'à la salle à manger. J'avais l'impression d'avancer dans un mauvais rêve. Mes parents se tenaient près de la cheminée, sans parler. Ma mère, Denise, portait une robe noire beaucoup trop chère. Son sourire était rigide, tellement tendu que je crus que son visage allait se fendre. Ses yeux étaient rouges. Mon père, Charles, les mains dans les poches, fixait la cheminée éteinte. Son visage était crispé de colère, rouge et boursouflé. Ils se tournèrent tous les deux quand nous entrâmes. Les yeux de ma mère se posèrent sur moi, son sourire trembla. « Samantha, tu es venue ?» Elle regarda Grandpa. « Papa, c'est une surprise. »« Vraiment ?» dit Grandpa d'une voix calme. Il marcha vers le bout de la table. « Asseyez-vous. » Mes parents s'assirent d'un côté. Je m'assis de l'autre, seul. Grandpa resta debout en bout de table. Il ne portait pas un plat. Il portait un dossier mince. Un dossier juridique, en carton beige. Il le posa devant lui. Le son fut léger, mais résonna dans le silence. « Vous trouverez chacun votre nom sur ces documents, dit-il. » Il ne regardait pas le dossier. Il regardait mes parents. La voix de ma mère se brisa, elle éclata en sanglots. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de colère, de frustration. « Tu nous as humiliés, papa !» cria-t-elle. « Tu as coupé nos chèques. Tu nous as fait passer pour des imbéciles après tout ce qu'on a fait pour toi. »« Et qu'avez-vous fait pour moi, Denise ?» demanda Grandpa, toujours calme. Sa voix trancha ses sanglots nets. Elle se tut. « Oui, j'ai arrêté les chèques, reprit-il. Je l'ai fait. » Il regarda ma mère, puis mon père. « Pendant 30 ans, je vous ai tout donné. Une maison, des voitures, un emploi que tu ne fais pas, une allocation pour une femme de ton âge. J'ai donné, et vous avez pris, et pas une seule fois, pas une seule vous ne m'avez remercié en le pensant vraiment. »« C'est faux, » dit enfin mon père. Grandpa continua comme s'il n'avait rien entendu. « À Noël, je vous ai fait un dernier cadeau, un simple test. Je vous ai donné la même chose que j'ai donnée à Samantha. » Mes parents tournèrent tous deux les yeux vers moi. Le regard de ma mère était du pur poison. « Je t'ai donné un chèque. Un vrai, un cadeau. Et vous avez ri. Vous avez ri de moi. Vous l'avez jeté sur le buffet avec le reste des ordures. Tu as levé les yeux au ciel, Denise. Tu as ricané, Charles. Vous m'avez traité de plaisantin. » Sa voix était si calme que c'en était terrifiant. Il ne criait pas. Il énonçait simplement les faits. « Vous avez ri d'un cadeau. Donc, vous avez ri de moi. C'était un test. » hurla mon père en frappant du poing sur la table. Les verres en cristal tremblèrent. Le jeu tordu d'un vieillard malade. « La vie est un test, Charles, » répondit Grandpa. « Et tu l'as échoué. »« Et elle ?» hurla mon père en me pointant du doigt, la veine de son front gonflée et violette. « Tu la récompenses pourquoi ? Pour n'avoir rien fait ? Pour être une ratée ? Pour gâcher son potentiel ? Elle n'a rien accompli. » La pièce devint silencieuse. Je sentis leur regard sur moi. Je me sentais minuscule, comme si j'avais de nouveau 12 ans dans ce pull rouge qui grattait. Je regardais mon grand-père. Il fixait toujours mon père. « Elle a tout fait, » dit Grandpa d'une voix si douce, si puissante que j'en eus presque les larmes aux yeux. « Elle a tout fait, » répéta-t-il. Quand je parlais, elle écoutait. Quand je lui apprenais, elle apprenait. Elle travaille. Elle construit. Elle se respecte. Elle a dit « merci » pour un cadeau dont elle ne savait même pas qu'il était réel. Il tourna vers moi ses yeux clairs et stables. Elle n'a pas ri. Le silence qui suivit était sacré. C'est le seul mot.
C'était le son d'un mensonge vieux de 30 ans en train de mourir. Le son de la vérité remplissant une pièce. Le visage de mon père devint livide. Ma mère resta totalement, absolument muette, la bouche entr'ouverte. Il n'avait plus rien à dire. Il leur avait retiré tous leurs mots. Mon grand-père, Walter Reed, ne bougea pas. Il se tenait debout en bout de table, un roi dans sa propre maison. Le poing de mon père était toujours posé sur le bois. Le visage de ma mère était pâle et tacheté. Grand-pa prit le mince dossier beige. Il l'ouvrit et le fit glisser sur la table vernie jusqu'à ce qu'il s'arrête juste devant moi. « Ceci est à toi, Samantha, dit-il. » Je baissai les yeux. Mes mains restaient posées sur mes genoux. J'avais peur de le toucher. Mon père se pencha en avant, plissant les yeux. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est encore ? D'autres jeux ? » Je posai enfin mes mains sur le dossier. Je l'ouvris. Ce n'était pas un chèque. C'étaient des pages et des pages de documents juridiques. Mes yeux les parcouraient sans vraiment saisir chaque terme. Je vis, dernière volonté et testament de Walter Reed. Mandat de procuration durable. Transfert de propriété. Statut de constitution de Reed Construction. Et sur chaque page, aux emplacements prévus pour l'exécuteur, le bénéficiaire ou le fiduciaire, je vis mon nom, Samantha Reed. Mon souffle se coupa. Ce n'était pas les 100 000 $. C'était tout. C'était l'entreprise, la maison, la fiducie. « Qu'est-ce que c'est ? » murmura ma mère. Elle était livide. Elle avait l'air malade. « Qu'est-ce que c'est, Samantha ? » répéta-t-elle, la voix tremblante. Je n'arrivais pas à parler. Je regardais seulement mon grand-père. « C'est ma succession, Denise, » dit grand-pa calmement. « Mon héritage. »« Tu n'as pas le droit de faire ça. » Ma mère balbutia. « Tu ne peux pas, Charles. Charles est ton fils. Il est vice-président. C'est à lui. »« Charles a un titre, » répondit grand-pa. « Il n'a pas le poste. Il ne l'a jamais fait. Il reçoit un salaire que j'ai payé. »« Tu ne peux pas faire ça. » hurla mon père, se levant d'un bond, sa chaise raclant violemment le parquet. « Je suis ton fils. Elle est une gamine. Elle ne sait rien. Elle sait travailler, » dit grand-pa. « Elle sait écouter. Elle sait construire. »« C'est illégal. » hurla mon père. « Tu es vieux. Tu es sénile. Elle t'a piégé. Elle t'a manipulé. » Il regardait autour de la pièce, affolé, cherchant quelqu'un pour valider ses paroles. « Tu n'es pas bien, papa. Tu es malade. Tu as besoin d'aide. » On allait obtenir de l'aide. Ma mère emboîta le pas. « Oui, papa. Tu ne réfléchis pas clairement. Ce test, ce n'est pas normal. On s'inquiète pour toi. » Ils essayaient de lui voler son pouvoir. Ils essayaient de le faire passer pour fou. Je regardais, horrifié, tandis qu'ils tentaient de retourner la situation contre lui. Grand-pa les laissa parler. Il laissa mon père hurler. Il laissa ma mère pleurer de fausses larmes inquiètes. Il laissa le silence s'étirer quand ils eurent fini, après toutes leurs horreurs, toute leur panique. Mon père haletait, son veston gondolé. Ma mère tamponnait ses yeux avec une serviette, son visage figé dans une fausse sollicitude. Grand-pa attendit. Puis il parla. Et sa voix n'était pas celle d'un vieil homme sénile. C'était la voix de l'homme qui avait bâti une entreprise à partir d'un seul camion. Une voix d'acier. Je ne suis pas malade, Charles. Je ne suis pas confus, Denise. Je n'ai jamais vu plus clair de toute ma vie. Il posa ses yeux sur mon père, puis sur ma mère. Je l'ai déjà fait, dit-il. Ma mère cligna des yeux. Fait quoi ? Vous dites que je ne peux pas faire cela, répondit grand-pa. Je vous dis que c'est déjà fait. Les papiers sont signés. Ils sont déposés. Mon avocat, Monsieur Miller, a les originaux. Voici vos copies. C'est terminé. Le visage de mon père, il s'effondra. La colère, la prestance, tout mourut d'un coup.
Il parut vieux. Il parut faible. Il ressemblait à une pièce vide. Il retomba dans sa chaise. Il voulut parler. Il ouvrit la bouche. Un léger son en sortit, un mais. La voix de grand-pa coupa l'air. Pas forte, mais définitive. Il regarda son fils. Il regarda sa belle-fille. Maintenant, je sais qui est vrai. C'était tout. Cette phrase. 5 mots. Mais elle mit fin à tout. Elle détruisit tout ce qui était faux dans cette pièce. Elle mit fin à 30 ans de mensonges. À l'image parfaite. À l'effort acharné. À eux. Ma mère se leva. Ses gestes étaient raides, mécaniques. Elle prit son sac. Elle ne me regarda pas. Elle ne regarda pas grand-pa. Elle marcha simplement vers la porte. Mon père resta assis une seconde de plus. Il regarda le dossier devant moi. Il regarda son père. Ses yeux étaient pleins de quelque chose que je n'avais jamais vu. Ce n'était pas de la colère. C'était de la haine. Une haine froide, profonde, vide. Puis il se leva, remit son veston en place, et suivit sa femme hors de la pièce. Nous restâmes simplement assis là. Nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Puis se refermer violemment. Le claquement résonna dans la grande maison solide et silencieuse. Et ensuite, le calme. Nous restâmes assis dans ce silence. Je fixais encore le dossier ouvert devant moi. Exécuteur, tutrice, Samantha Reed. Mes mains tremblaient. J'étais riche. J'étais responsable de tout. Je regardais mon grand-père. Il était toujours debout. Il avait l'air fatigué, vieilli, mais libre. Il expira un très long souffle, comme s'il l'avait retenu pendant 30 ans. Bon, dit-il, la voix plus douce, je suppose que Maria a gardé le dîner au chaud. Il s'assit, prit la petite clochette près de son assiette et la fit tinter. Je le dévisageais, incapable de bouger. Grand-pa, murmurai-je. Ma voix se brisait. Je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Demanda-t-il. Je ne sais pas faire ça. L'entreprise, la fiducie. Je suis designer. Je peins des murs. Je ne sais pas diriger une société de construction. Maria rentra avec un chariot. Elle ne parut pas surprise que mes parents aient disparu. Elle se contenta de poser les plats, poulet rôti, légumes, pain chaud. Grand-pa me regarda. Il sourit. Un vrai sourire, chaleureux. Je t'ai bien appris à construire une table, non? Oui, mais... Tu as commencé avec un tas de bois. Tu as mesuré. Tu as coupé. Tu as appris les assemblages. Tu as appris la structure. Eh bien, c'est pareil, samedi. Juste, une table plus grande. Il déposa un morceau de poulet dans mon assiette. On embauchera des gens pour les parties que tu ne connais pas. Toi, tu seras le patron. Tu seras vrai. C'est tout ce que je te demande. Tu t'en sortiras très bien. Tu es la seule en qui j'ai vraiment confiance. Nous mangeâmes, juste lui et moi, à cette longue table brillante. Nous ne parlâmes ni de l'argent, ni de mes parents, ni du dossier que j'avais refermé et posé sur la chaise à côté de moi. Il me parla de mon travail. Raconte-moi ce projet sur lequel tu travaillais, celui pour la jeune famille dans le petit appartement, la chambre du bébé, c'est ça? Alors je lui racontai. Le berceau avec des tiroirs intégrés. La couleur que j'avais trouvée, un jaune doux qui faisait paraître la pièce petite mais lumineuse. Il écouta. Il hocha la tête. Intelligemment pensé. De bonnes bases. Nous parlâmes ensuite des plantations du printemps. Il voulait de nouveaux rosiers le long de l'allée. Je lui dis quelles couleurs seraient les plus jolies. Nous avons parlé comme toujours. Après le dîner, nous avons pris un café dans le bureau. Avant de partir, il m'accompagna jusqu'à la porte. J'ai peur, grand-pa, dis-je, la voix à peine audible. Je sais, dit-il. Il posa sa main lourde et chaude sur mon épaule. C'est pour ça que je sais que tu es la bonne. Ceux qui n'ont pas peur, ce sont eux, le problème.
Il fouilla dans sa poche et me tendit un petit morceau de papier plié. Pas un chèque, juste un mot. Lis ça plus tard, dit-il. Il me serra dans ses bras. Rentre prudemment, samedi. Je rentrai chez moi. J'étais engourdi, presque irréel, comme si je flottais. Arrivé à mon appartement, je m'assis sur mon canapé et ouvris le mot. Son écriture. L'argent change de main chaque jour. Le respect, seulement une fois. Et là, j'ai pleuré. Enfin. Pas pour mes parents. Pas pour l'argent. J'ai pleuré pour lui. Pour sa longue vie solitaire passée à regarder sa famille devenir une bande de faux-semblants. J'ai pleuré parce qu'il m'avait vu, moi. Une semaine plus tard, j'étais assise dans un grand bureau brillant. Sur la porte, on lisait « Miller, Grant & Associates ». Grant Miller était un homme doux, avec des lunettes et un sourire gentil, un peu comme mon grand-père. Votre grand-père est un homme très intelligent, Samantha, dit-il tandis que je signais, page après page. Il a placé beaucoup de confiance en vous. Je sais, répondis-je. Ma main ne tremblait plus. Les chiffres n'avaient plus d'importance. L'argent n'était qu'un outil, un résultat. La leçon, elle, comptait vraiment. Je suis toujours designer. J'ai désormais un studio, un beau, et j'embauche de jeunes designers que je paie correctement. Je suis aussi la patronne de Reed Construction. Je m'assois à une grande table dans une salle de réunion. J'écoute, j'apprends, je décide. Ce n'est qu'une table plus grande. Je n'ai jamais eu de nouvelles directes de mes parents. Leurs avocats, si, des lettres, des tentatives de contester le testament. Ils prétendaient que grand-pa était sénile, manipulé. Mais grand-pa était malin. Il avait documenté sa lucidité pendant des années, lettres de médecins, vidéos. L'affaire fut rejetée. Ils perdirent. Ils perdirent tout parce qu'ils avaient déjà tout perdu. Ils avaient cru que le chèque était faux. Mais la seule chose fausse dans cette maison, ce soir de Noël, c'était leur amour. Il m'arrive encore de passer devant cette première banque, celle où j'ai fait le dépôt. Je me souviens de ce moment, les mains tremblantes, la peur. Et je me souviens de l'appel qui a tout changé. Pas celui de la banque confirmant que l'argent était réel. Celui de mon père, me disant que j'étais une fille stupide. C'est là que tout s'est joué. Le moment où j'ai compris qu'il avait tort. Le moment où j'ai compris que mon grand-père avait raison. Le moment où j'ai enfin compris ma valeur et que la décence, calme, simple, vraie, valait enfin plus que tous les dollars du monde.